Alors, ce soir, je reçois Jean-Baptiste Léon, qui est le directeur des publications de Contribuables Associés. C'est tout à fait ça, Hilaire. Oui, avec peut-être un titre de secrétaire général, non? Non, directeur des publications, voilà, Directeur des tout simplement. publications, et je vois qu'il y en a d'ailleurs Il y en a quelques-unes, oui. Ouais. quelques-unes, et Ouais. je les reçois régulièrement avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Merci. Si les Français veulent savoir comment Et ils dépenser contribuent, leur argent. ils contribuent, Ouais. ils contribuent puisque c'est Contribuables Ouais, Associés. Et évidemment, vous prenez la défense de ces malheureux Français qui bien sûr. sont tondus, Mm, bien sûr. Mm. peut-être pas ravis d'être tondus, mais ça continue, ça continue. Et là, alors, nous allons en faire notre conversation de ce soir. Bien volontiers. Je pense que les auditeurs vont être très intéressés, évidemment un peu consternés, mais on est à chaque fois qu'on évoque notre actualité politique ou financière. Et eh bien, commençons. Alors, Jean-Baptiste Sellon, d'abord, présentez-vous un tout petit peu, s'il vous plaît. Donc, vous êtes pour moi un jeune homme. Oui, bah, j'ai atteint, ça y est, je suis un jeune quinquagénaire, on va dire. Oui. Et oui, je suis dis donc directeur des publications de Contribuables Associés, qui est l'association de défense des contribuables, donc français, la première association nationale des contribuables français, qui a une trentaine d'années Oui. d'existence. Et qui, à l'occasion, intervient auprès des députés, auprès des Exactement, sénateurs, éventuellement même auprès du Trésor, auprès tout à des fait. pouvoirs On a publics. plusieurs volets d'action. En fait, le but du Oui, jeu chez nous, c'est de faire pression sur rassembler un oui. maximum de Français autour de nos Mhm. combats pour faire pression sur les élus, les parlementaires notamment. Nous sommes à l'origine d'un nombre même conséquent de propositions de loi, de textes de loi, d'amendements pour faire évoluer les choses dans le bon sens, pour Oui. moins de dépenses publiques et moins d'impôts. Et un autre volet de notre action, Ce qui est dont je extraordinaire, m'occupe un c'est peu que ça plus. fait Oui. combien 50 ans qu'on répète la même chose, qu'il faut moins de dépenses publiques, moins d'impôts, et que... On le répète depuis longtemps, mais les messages ont du mal à passer. Et Oui. on commence à voir que le message passe réellement. On voit que ça bouge un petit peu, mais ça prend du temps. On va en parler plus longuement. Même Et Bérou, même même Bérou, Bérou, exactement. même Bérou. Et Mais bon, on va en reparler tout à ouais, l'heure. Il veut faire un référendum sur la mhm, question. mhm, Mais évidemment, tout de suite, tout le monde s'y oppose. et tout à fait. Alors, moi, je vais vous poser quelques... Donc, tous contribuables, toutes vos études sont très intéressantes parce Mhm, que vous vous abondez en chiffres mhm, et en réalité. Donc, oui, ce que représente aujourd'hui concrètement le budget de l'État mhm, et puis le budget de la sécurité sociale, mhm. puisque maintenant les deux font partie de l'ensemble des budgets publics. Et c'est la somme des deux qui représente maintenant, grosso modo, l'ensemble Et les collectivités locales. et les collectivités locales, bien sûr, oui, mais qui sont rattachées au budget principal. Voilà. Et Disons qu'elles ont de alors, moins en moins d'autonomie. Oui. donnez-nous quelques chiffres, parce que vous abondez beaucoup sur ces chiffres-là. Quelle est à l'heure actuelle? Moi, j'ai mes chiffres devant Mhm. les yeux, mais les vôtres sont certainement beaucoup plus sérieux que les miens. Euh, donc, à l'heure actuelle, par exemple, le budget de l'État, c'est quoi? Alors moi, j'ai commencé par Allez-y, commencez comme vous voulez. commencer par les dépenses publiques. Oui, Un des grands slogans de Contribuables Associés, c'est trop de dépenses publiques, c'est trop d'impôts. En fait, la logique que prend Contribuables Associés, c'est d'attaquer, évidemment, les Français sont agonie d'impôts, on en parlera tout à l'heure. mmh. On bat des records au niveau Ah bah, européen, dans tous les, si ce n'est pas européens, mondiaux, mondiaux. si ce n'est mondial. Mmh. Et donc, les créateurs de Contribuables Associés, et la logique de notre combat est de prendre le mal à sa racine. C'est-à-dire Mmh. que tant qu'on ne touchera pas aux dépenses publiques et on ne diminuera pas les dépenses publiques, il sera extrêmement difficile de faire baisser les impôts. Ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est évident, ce sont des Mm. évidences, oui. Et aujourd'hui, Mais voilà, et les dépenses publiques, aujourd'hui, ça correspond à 1650 milliards d'euros. ah, Voilà. c'est Et sur ces 1650 milliards d'euros, la moitié, c'est le budget de la sécurité sociale. L'État, c'est environ 600 milliards. Et le reste, c'est... Parce qu'il y a trois grandes pôles de Mmh. dépenses publiques. Le troisième pôle, c'est les Le cadre. collectivités locales. Mmh. Alors, ce qui est intéressant, on peut faire un autre ratio. Si on prend environ 1000 euros de dépenses publiques, si voilà, l'État, la Sécu et les collectivités confondues, on prend 1000 euros de dépenses publiques, c'est très intéressant, c'est de voir où va cet argent. Et donc, cet argent va pour moitié dans les dépenses sociales, ce qui est quelque part nouveau, qu'on n'a pas toujours connu. Et sur ces 50% de dépenses sociales, la moitié des dépenses publiques sont des dépenses sociales, un quart vient des retraites. Donc un pôle important, bien évidemment.
Et le plus intéressant, quelque part, au-delà de ça, on pourra peut-être creuser les chiffres encore plus tout à l'heure, sur ces 1 000 euros de dépenses publiques, on voit que les dépenses régaliennes sont extrêmement faibles. Très faibles. Très faibles. On est, selon les années, entre 60, 65, 66 euros de dépenses publiques. Donc, pour la sphère régalienne de l'État, alors on va faire court, on va dire police, justice, armée et diplomatie, parce que bon, la France ne bat plus sa monnaie. Et donc, on voit que ce pourquoi l'État est fait, c'est-à-dire ses fonctions premières. Les 5-6 fonctions essentielles. On y consacre beaucoup, beaucoup moins d'argent que pour autre chose. Et on comprend mieux, rien qu'à l'aune de ces chiffres, un petit peu le désastre français. Et ce qu'observent les Français au quotidien avec cette insécurité galopante notamment. Alors, en dépit des lois de programmation, par exemple militaires, où on il y a du mieux depuis quelques années. Bon, enfin, on vous affirme qu'on mettra 300 milliards ou 500 milliards de côté, et en réalité, le premier poste sur lequel on rogne dès qu'il y a des économies à faire, c'est sur ces postes-là. Il y a évidemment des crédits qui devraient être ouverts, qui ne le sont pas, qui sont fermés, et tout ça est sur la décision de Bercy, du Trésor. En fait, tout est entre les mains des 50 types qui dirigent la France, en réalité. Les grands patrons de la France, le ministère qui a pris le pas sur tous les autres, c'est Bercy. C'est Bercy. Et donc, parfois, dans une logique comptable qui peut avoir du bon, mais entre guillemets, le politique au sens noble du terme, c'est-à-dire cette capacité à donner un élan, un allant et une vision à un pays, en pâtit grandement. Savoir ce qu'est en France la défense nationale, ce qu'est la justice, ce qu'elle doit être, les services qu'elle doit rendre, la sécurité intérieure. C'est pas le fait de multiplier les gendarmes qui résoudra le problème, c'est surtout de faire que ça soit très bien organisé. Et ça peut l'être, parce que c'est pas les hommes qui sont incompétents. C'est la façon dont c'est géré. Et puis les quelques grands services d'État, mais de fait, vous avez raison. Et le reste, j'ai regardé les chiffres, par exemple, des subventions, mais c'est effarant. C'est effarant, parce que bon, il y a bien sûr, pour ce qui est de la sécurité sociale, bien sûr, les prestations qui sont en principe dues. Mais encore faut-il que les prestations soient justes. Il y a les prestations contributives et non contributives. Ça, là, on va en reparler. On a cotisé, puis on n'a pas cotisé, etc. Et puis il y a les prestations indues. Enfin, quand on sait que ça a été prouvé que le nombre de cartes vitales qui sont en circulation en France sont beaucoup plus importantes que le nombre d'assujettis. Ça a été dit par des experts comme Charles Pratt, ça a été dit par la Cour des comptes. Ils n'ont pas tous les mêmes chiffres, mais ils sont tous d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de cartes vitales en circulation et beaucoup plus qu'il ne devrait y en avoir. Oui, c'est de l'ordre à peu près de 45 milliards de fraude, de fraude sociale. Fraude sociale élémentaire, c'est-à-dire sans compter le reste. Alors, c'est intéressant sur la fraude sociale, parce qu'il y a eu même des rapports parlementaires excellents sur le sujet, notamment pilotés par celui qui a été ministre et qui est encore aujourd'hui député, Patrick Hetzel. Et quand on ouvre le moteur, en fait, il y a une commission d'enquête, donc c'est-à-dire c'est vraiment énormément des auditions, J'ai suivi etc. toutes les commissions d'enquête récemment, là, notamment sur toutes les prévarications. Et on voit que les choses sont complexes, qu'on ne va pas toujours mettre l'œil là où on veut, et quand les députés le font, c'est souvent intéressant, et parfois on est face, ils se retrouvent, notamment pour les fraudes sociales, ils se retrouvent face à des hauts fonctionnaires qui, du temps notamment de cette commission d'enquête pilotée par Patrick Hetzel, c'était dans les années 2019-2020, donc c'est pas très vieux. Et on a vu des grands pontes, notamment de la Sécu, de la CAF, etc., refuser de donner les chiffres que leur demandaient les députés. Est-ce qu'on en est là ? On en est là, oui. On en est là. Mais quel est le dernier qui a refusé de comparaître ? C'est le copain de Macron, là, celui qui a été son Alexis Collère, qui fut secrétaire général de l'Élysée, oui. Et le maire, le ministre Le Maire, qui a était ministre pendant 7 ans. Il est venu pour le coup. Lui, il est tenu de... Mais enfin, il se déresponsabilise complètement. Il n'a pas vu venir la dérive des chiffres, il n'a pas vu venir la moindre entrée des recettes, ce qui était quand même largement prévisible. Enfin bref, c'est quand même des dérives qui vont à plus de 60 milliards, 80 milliards. Et ensuite, c'est 40 milliards qu'il faut trouver pour essayer de retrouver un déficit public à peu près à 6%, enfin à 5,4 prétendument, mais ça sera évidemment 6 et plus de 6. Et ces gens-là, ils passent, ils partent,
C'est ça, en fait. Il est professeur en Suisse, Ouais. il touche ses 20 000 euros par mois, il a sa carte bancaire et il s'en fout. Et pendant des années, voilà. Et quand on sait ce qu'a été Macron lui-même au ministère de l'économie, tout le monde sait qu'il a dépensé tout ce qu'il pouvait de l'argent réservé pour les repas et les trucs, pour faire sa campagne électorale. Il y en avait un qui le savait très bien, c'était son ministre du budget, qui était d'ailleurs furieux contre lui. Mais tout ça, quand on y réfléchit. Et ces commissions d'enquête, alors on les écoute. Moi, j'ai écouté avec énormément. C'est énorme. C'est passionnant, en fait. Passionnant. Ça devrait se mais oui, et ça devrait se terminer, évidemment, par des mises en accusation. Quand on voit les réponses d'une Ségolène Royal ou d'un François Hollande ou de gens qui ont été dans des postes de responsabilité, quand on voit les accusations énormes. Dominique Voynet, par exemple. Dominique Voynet, par exemple. Pas pour le nucléaire. Oui, les arrêts de Phoenix, et un argent fou, et des dépenses invraisemblables, et puis il n'y a rien. Il n'y a absolument rien, ça ne débouche pas. Même présidé par des gens relativement bien, on se demande ce que fait un Marleix, ce que fait... Il devrait tempêter. Enfin, moi, représentant la nation française, voir à quel point elle est spoliée, elle est trompée. Je crois qu'il tempête. Je pense. Beaucoup de députés font quand même du bon boulot, et sénateurs aussi. Mais c'est vrai, parfois, en off, entre guillemets, hors micro, on entend certains aveux d'impuissance face. Oui, ils sont impuissants. Ce qui se passe, vous disiez un peu tout à l'heure, le ministre passe ou le député passe, mais l'administration reste. Et donc le vrai pouvoir, je pense, dans cette haute administration qui est très très bien organisée, je dirais de décennie en décennie. Il y a une véritable aujourd'hui haute noblesse de l'État qui n'est plus celle de feu l'ancien régime, mais qui s'est très bien organisée. Et qui est en deux gammes aussi, qui tient les rouages. Ouais. Qui tient les rouages, qui est très bien payé. Très bien payé, contrairement, plus que le oui, les hauts fonctionnaires, le nombre de hauts fonctionnaires sont mieux payés que le chef de l'État. Ça avait été listé, sous François Hollande. Oui. Il y a une pour une raison très simple, c'est pour les retenir, parce que sinon, évidemment, ils vont en Amérique, où ils seront payés 3 fois plus. Voilà. Bon, donc, pour les retenir, on fait ça. Mais du coup, ils tiennent le pouvoir. Ils tiennent le pouvoir, oui. Ils tiennent le pouvoir, et alors d'autant plus que... Ils ont pris le pas sur les élus. Vous allez nous expliquer ça, c'est quand même eux qui gèrent en particulier la dette. Alors, le montant de la dette française, c'est combien? Alors là, aujourd'hui, on est à 3 303 milliards. 3 300 milliards. Voilà. Il y a un an et demi de ça, Contre l'associé avait sorti un documentaire qui a très très bien marché, qui s'appelle 3 000 milliards. On avait Oui, c'est ça, je me souviens. On était encore à 3 000 milliards. Les secrets, on appelait ça les secrets d'un État en faillite. Les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent aller le consulter, c'est gratuit sur YouTube et sur notre site dettepublique.fr. Et donc, oui, le but du jeu de ce documentaire, c'était d'expliquer comment on en est là. Et on était à 3 303 milliards. On parle, forcément, c'est un petit peu plus aujourd'hui, parce que le compteur ne cesse de tourner. Ça fait 115% du PIB. À peu près, un peu moins. À peu près. Ce qui est plus significatif, c'est la charge de la dette aujourd'hui est de 50 milliards, mais elle va être demain de 60. Exactement. Et vraisemblablement 70 et passera à 90 en 2027. En 2029, si on continue comme ça, la charge de la dette, c'est 100 milliards. Donc, en gros, c'est le plus gros poste de... Voilà, ça serait ce qui est aujourd'hui le budget de l'éducation nationale plus la défense. On aurait 100 milliards de charge de la dette en 2029 si rien ne bouge. Alors, maintenant, comment ça marche? C'est-à-dire, vous avez donc une quinzaine de hauts fonctionnaires qui connaissent les officines, on va dire, ou les offices qui vont la prendre. Parce qu'il faut, comme on dit, la rouler. C'est-à-dire que de toute façon, chaque année, il y a 150, 300, ça dépend des années, milliards à renouveler. Parce que les anciennes arrivent à échéance, et donc il faut trouver l'équivalent sur le marché. Alors, il y a quelques années, du temps où le maire a commencé brillamment à Bercy, les taux étaient des taux à zéro ou des taux même, voire même négatifs. Mais maintenant, les taux sont passés à 3,5, bientôt 4. Oui. Alors, comment ça se passe? Donc, vous avez cette inspection du Trésor, là-haut, et eux savent. Ils sont les seuls à savoir. Donc, ils téléphonent, tu me prendras... Voilà, ça se passe par paquet de milliards, voilà, ça se passe par paquet de milliards. Par paquet de milliards, voilà, c'est ça. Et c'est du training, quelque part, c'est du courtage. Voilà, on ne prend pas le terme anglais, ce sont des courtiers.
Oui, on en est là, mais pourquoi on en est là aussi? Parce que, encore une fois, reprenons le problème à sa racine, c'est parce que, alors je vais peut-être vous choquer, Hilaire, mais Non, sachez non, que depuis 2017, on a baissé les impôts en France. C'est-à-dire que oui. le rapport de la Cour des comptes, qui le déplorait d'ailleurs, depuis 2017, les impôts ont diminué de 62 milliards, ce qui est assez peu d'ailleurs. Mais en revanche, un nombre de taxes assez importantes ont été augmentées. Et puis ceux qui ont Il y a subi... eu une compensation de l'autre voilà, côté, puis il y en a qui ont forcément, subi de sacrées augmentations, bien notamment sûr. les retraités, les automobilistes, etc. Donc on est dans cette logique-là où effectivement les impôts ont un tout petit peu baissé, mais les dépenses publiques pas du tout. Donc voilà, Et les impôts ont baissé, c'est un peu toujours pour le même genre de population. ce que disent certains. C'est-à-dire que ceux qui sont imposés sont toujours, eux, plus imposés. On est toujours sur le système voilà, de la classe Mmh. moyenne et les cochons de payants, hein. Là, Mmh. c'est sûr, ça n'a pas changé, Mmh. ils sont les plus Mmh. nombreux. Donc en règle générale, ils sont plutôt polis et gentils. Oui, Et le petit doigt sur la couture, c'est pas eux oui. qui Et ils vont mettre le votent. bazar. Et ils votent. Ouais. Et cela dit, il y a eu les gilets jaunes quand même, hein, Oui. ça part d'une Mmh. jacquerie fiscale, hein, Oui. qui a été récupérée après par la gauche, même Mmh. par l'extrême gauche. Mais au départ, c'est des gens, surtout de province d'ailleurs, qui, face à l'augmentation de la taxation sur les carburants, on en a eu assez. Et c'est parti de là, quoi. Et des gars qui se sont dit, merde, mince. Déjà, il y a eu le coup des 80 km/h qui Oui. a beaucoup choqué aussi à la place des 90, parce que faut voir, Oui, dans beaucoup de contrées de France, vous n'avez pas votre voiture, c'est un problème. On vous Bien empêche sûr. de rouler à 90, c'est un problème aussi. Et on vous Et en empêche de plus, rouler on avec augmente, votre voiture. voilà, Oui. on vous empêche de... Alors, on augmente l'essence, c'était cataclysmique, d'où ces radars brûlés, d'où les gilets jaunes, Mmh. et qui est parti au départ, vraiment, c'était Mmh. la dimension fiscale des choses qui a fait bouger tout le monde. Mmh. Parce qu'on mettait une taxe de plus, on augmentait la taxe sur les carburants pour financer les énergies renouvelables. C'était ça, C'est hein. ça. En gros, le coup des gilets jaunes, ça part en fait de notre volonté de développer l'éolien en France, hein, C'est ça. qui est une hérésie économique et énergétique. Et donc, ouais, les gilets jaunes, et donc, dont la dette, oui, voilà. Donc, j'en étais sur les impôts. Oui, on achète toujours plus on met notre dette sur le marché. Pourquoi? Parce que on est en déficit permanent, parce qu'on ne coupe pas dans ces fameuses dépenses qui ne sont pas forcément indispensables, où l'État ne veut pas, ou les collectivités, ou la Sécu ne sont pas prêtes à réduire la voilure. Quel est le déficit à peu près Là, de l'État, il est de 159 milliards, 160 milliards. Voilà. Voilà. Et c'est ça depuis le dernier budget en déficit, C'est ça. à l'équilibre, un petit peu bénéficiaire, c'est les débuts de Giscard d'Estaing. C'est ça. Donc ça fait 50 ans qu'on accumule les déficits, 50 ans, c'est énorme, hein. Moi, depuis que je suis né, j'ai pas connu voilà, j'ai connu que des déficits. Ouais. Non, mais là, c'est des sommes énormes. C'est des sommes énormes, on s'en rend même pas compte. Voilà, un petit ratio, justement. Tout à l'heure, vous parliez Mmh. du donniez le chiffre de la dette. On le répète, 3303 milliards, ça fait pas... Quelque part, on s'en rend pas compte. Nous, on est des... voilà, nous, petites gens, entre guillemets, c'est plus simple pour nous quand on met ces sommes-là à échelle de quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Et un chiffre qui est très parlant, je pense, c'est de faire ce ratio, de savoir que pour chaque habitant français, en fait, a 45 000 euros de dette publique sur le dos. Voilà. Donc le bébé qui naît aujourd'hui, il part avec un gage, entre guillemets, de 45 000 euros sur le dos. Ça, c'est la dette officielle. Et après, il y a la fameuse dette hors bilan, donc c'est-à-dire tous les engagements futurs de l'État, dont les retraites de fonctionnaires. Des fonctionnaires qui est le gros de la somme. En gros, ça double la dette. Voilà. Oui. Ça double la dette, et donc on est avec 100 000 euros de dette publique sur le dos. Voilà. Chaque citoyen. Chaque citoyen, chaque habitant, on va dire, parce que tous les habitants ne sont pas citoyens, mais oui, pour faire plus simple, on va dire chaque habitant. Oui. Oui, oui. Et alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont... on a bien sûr les rapports de la Cour des comptes. Qui fait du bon boulot, hein, mais après, le problème... Qu'est-ce qu'il en sort? Qu'est-ce qu'il en sort? Alors, il y a eu quelques réformes qui permettent aujourd'hui, depuis un an ou deux, à la Cour des comptes de punir un peu plus fortement que ça n'était le cas. Punir qui? Punir des élus ou punir des fonctionnaires. Il y a eu, voilà, on est quelque part qu'au début du processus, et je pense que c'est ce type de logique et de sanctions issues de la Cour des comptes va aller crescendo. Mais après, effectivement... Il y a les rapports parlementaires, il y a les commissions. Ouais. Bon, ça aboutit à quoi, concrètement? Oui, vous connaissez, hein, c'est le mal français, sur cette dimension économique des choses comme sur d'autres. En France, on fait de très très bons constats. En gros, même beaucoup de gens ont les bonnes solutions.
Puis, mais ça met du temps à bouger, ça met beaucoup de temps. Je pense que ça avance, mais petit à petit, quoi. Moi, je suis pas du... Voilà, on est mal barré, Alors, entre quels guillemets. sont les On est mal barré, risques? entre guillemets. Est-ce que les risques sont considérables là, avec dans les temps difficiles que nous traversons? Supposons que tout à coup, la charge de la dette devienne littéralement insupportable, que les taux montent. C'est ce qu'appellent les experts la soutenabilité de la dette. Il y a un moment Oui, où... et supposons une sorte de, comment dire, d'exploitation par les détenteurs de la dette et qui fassent un chantage. Ben, c'est ce qui s'est passé en Grèce, par exemple. Oui, Donc, oui, c'est pour ça qu'effectivement, il faut être très au fait de cette dimension-là des choses, de cette question de la dette publique, parce qu'il en va de notre souveraineté, tout oui, simplement. On a vu que quand la Grèce a périclité il y a déjà une quinzaine d'années aujourd'hui, oui, ben, elle a été aidée tout de suite. Ben, d'abord, en tout cas, oui, mais il y a enfin, la fameuse Troïka qui est arrivée, FMI, BCE, etc. Puis après, bon, il y a des gens qui ont prêté de l'argent, comme les Chinois, par exemple, qui ont et prêté de l'argent. qui ont acheté le Pirée. Exactement. À un moment, les Chinois Les ont dit îles. aux Grecs, bah, écoutez les gars, on vous a aidé, c'est pas la peine de nous rembourser, c'est pas utile, mais en revanche, vous nous donnez la moitié du port du Pirée. Et tout est à l'avenant, et c'est ce qui menace la France. Ouais. Ce qui menace la même chose en Afrique. Oui. On est dans une logique de puissance. Pendant longtemps, en France, beaucoup ont eu beau jeu, à droite comme à gauche, parce que dire là, il n'y a pas... Oui, ils sont tous pareils, là. Il n'y a pas à décerner le bonnet d'âne particulier à un camp ou à un autre. On peut tous les y mettre quand on voit juste les couleurs politiques de nos présidents de la République depuis 50 ans. Oui, Sarkozy a sauvé l'euro incontestablement en 2008 Mmh. et grâce aux financiers français. C'est eux qui ont fait qui ont pris les bonnes décisions de ce point de vue-là. Mmh. Mais ça nous a coûté une fortune. Et il a pas du tout imaginé qu'il fallait renverser le cours des choses, à aucun moment. Donc c'est toujours des décisions qui sont prises et qui vont dans le même sens. Ça a d'ailleurs accéléré la dette de façon Ouais, il y a eu un boom considérable sous Sarkozy, effectivement. Oui, bien sûr, à cause de ça. Les décisions malheureuses qui ont été prises. Bon, c'est lui qui a téléphoné, évidemment, à l'époque, à l'anglaise, et puis qui a téléphoné à Obama aussi, oui, pour lui dire si tu ne retires pas tes dollars, parce que sinon c'est fini. C'est fini de l'euro, mais c'est fini aussi du dollar. Alors, bon, mais ça n'a pas. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il reste dans le système. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour sauver le système? Et on voit qu'à l'heure actuelle, il y a quand même des gens, par exemple aux États-Unis, incontestablement, Trump veut sauver le dollar, mais il ne veut pas le sauver dans le cadre du système actuel. Donc il essaye de trouver un autre système. Alors c'est perturbant, c'est tout ce qu'on veut. Moi, je ne porte pas de jugement sur Trump, mais nous, en France, on reste absolument dans absolument le même schéma de l'euro, de la construction européenne, de Maastricht, et qui est un truc qui est destructeur de valeur. Et maintenant, même l'Allemagne y perd. Et l'Allemagne y perd tellement que ça lui pose une difficulté majeure. C'est pas simplement le fait que les États-Unis augmentent leurs droits de douane, c'est aussi parce qu'ils sont entrés dans un système qui, finalement, les annihile, comme nous. Nous sommes en train de perdre, nous avons perdu toutes nos ressources, toutes nos industries fondamentales. On a perdu la chimie, on est en train de perdre la dernière sidérurgie, on a perdu la chaussure, le tissu, l'habillement, on perd tout. On perd tout. Et tous les jours, on apprend qu'il y a 500, 600 personnes qui sont mises sur le tapis. Et il n'y a pas de solution. La solution, il n'y en a plus. Et les Allemands ont cru qu'ils allaient vivre sur les Roumains, sur les Tchèques, pendant des années, sur les Polonais. Et puis maintenant... et grâce au gaz russe aussi. Et grâce au gaz russe. Et
Ah, les solutions existent, je pense, Hilaire, hein, notamment. Bon, Nous avions le meilleur nucléaire ouais. et on l'a bradé. On est en train d'essayer de le récupérer. Voilà, il y a des prises de conscience quand même. Hein. Oui. On voit certains tout en haut qui ont pris de très mauvaises décisions, qui sont revenus dessus. Donc pas complètement, mais on voit en tout cas que Macron est revenu sur sa volonté, ses déclarations et puis même surtout ses actes antinucléaires. Bon, c'était déjà le cas sous Hollande. Ça, on sait très bien. C'est de la politique aérie. Hein. C'est un accord, un deal, comme on dit, politicien qui a conduit Hollande à fermer et d'autres à fermer Fessenheim notamment. Donc il y a là, il y a du neuf, ça va dans le bon sens. Après, je pense qu'il y a encore une certaine vitalité, un certain génie français de création, créatif. Je pense qu'on a encore des jeunes chefs d'entreprise qui sont assez remarquables, notamment dans tout ce qui est la dimension du numérique, etc. Oui. L'intelligence artificielle, parce qu'il faudra y passer. Il ne faut pas tourner le doigt à l'intelligence artificielle. C'est un outil d'aujourd'hui. Donc, bien sûr, je suis tout à fait pour, mais il ne faut pas pour ça, sous prétexte d'intelligence artificielle, négliger sur notre industrie traditionnelle. On voit la Suisse qui a un pays qui a l'industrie de l'horlogerie depuis des siècles, qui se sort très très bien. On parle de la Suisse. Il y a 40, 50, on va dire, au milieu des années 70, un Français avait le même niveau de vie, le même pouvoir d'achat qu'un Suisse. Aujourd'hui, on est entre 1,5 et 2 fois presque en dessous des Suisses. C'est considérable. Oui. On a oublié, mais c'est François de Closet un jour qui me disait ça. Dans les années 50-60, on était, pendant quelques années, on a été la deuxième puissance économique au monde. Au monde, c'était extraordinaire. Hein. Donc il y a eu un potentiel. Je pense qu'on l'a toujours quelque part. Il y a encore des choses qui marchent, mais j'ai l'impression que ça se réveille un peu. Voilà. J'ai pas envie de désespérer. Non, vous avez raison. Non seulement il ne faut pas désespérer ni Bologne, ni le 16e arrondissement et le boulevard Murat aussi dessus la radio. Oui. Mais faut voilà, battons-nous, soyons fiers, faisons avancer notre pays. Je crois que et véritablement, je ne veux pas faire mon naïf, mais je crois qu'il y a quand même une prise de conscience là des politiques. Alors évidemment, les mesures ne sont pas assez fortes ou ne viennent pas assez vite, mais enfin, voilà, il y a la grosse lumière rouge d'aide publique qui s'est allumée dans leur tête. Alors après, maintenant, on entend des discours qui nous agréent, nous, à contribuables associés. Tout à l'heure, avec un collègue, on est allé sur le site les sites gouvernementaux. Maintenant, vous voyez des slogans comme ce que je vous disais tout à l'heure. Chaque Français a 45 000 € de dette sur le dos. Maintenant, c'est des choses qu'on lit dans les communications gouvernementales. Donc on se dit, voilà, ils font du contribuable associé, tant mieux. Maintenant, notre discours, entre guillemets, notre logique de gestionnaire en bon père de famille des finances publiques, on l'entend dans les discours. Maintenant, ce qui manque, c'est les actes. Voilà. Donc, à nous, nous contribuables, de se réunir et de pousser nos élus à agir. Et ça passe par ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en ce moment. Le budget 2025, là, vous avez quelques précisions à donner sur ce budget qui a été donc adopté dans les circonstances que l'on sait, et sachant que le budget 2026 est loin d'être fait, et pratiquement... Je vous dirais ni novi subsolé, pardon. Oui. Non, ça fait 50 ans, voilà. Oui. 50 ans de budget en déficit, un peu moins ou un peu plus. Là, alors ce qui est très rigolo avec les budgets de l'État en général, c'est qu'on nous parle de 20, 30, 40 milliards d'économies. Mais il faut savoir que ce ne sont que des économies tendancielles, en fait. Ce ne sont pas de réelles économies. Ce sont des économies par rapport à ce qui était prévu que l'on fasse l'année suivante. Exactement. En prenant en compte l'inflation. En fait, donc, les dépenses ne baissent pas. C'est l'augmentation des dépenses qui baisse. Exactement. Et donc, ça, c'est un enfumage assez fabuleux. Fabuleux. Et c'est pour ça, parce que le discours n'est... L'homme politique qui dit ça le fait sciemment. Après, ce serait peut-être certaines oppositions, ou même une certaine opposition médiatique, de percer ces faux discours, pour dire, entre guillemets... je crois que quand Bayrou est arrivé aux affaires, un petit peu d'ailleurs comme son prédécesseur Barnier, ils ont dit on va dire la vérité aux Français. J'ai l'impression que les Français ils n'entendent pas beaucoup, même si, encore une fois, on entend des choses qui n'étaient pas dites avant. Mais je crois qu'ils ont peur. Oui, ils ont peur, c'est sûr. Ils ont peur, parce qu'ils ont peut-être peur de dire la vérité, parce qu'ils ont peur aussi de la réaction des Français. Et pourtant, on voit des sondages qui pointent depuis plusieurs mois, qui disent que les Français sont prêts à des réformes, et des réformes de bon sens, telles que celles que nous dépeignons ici, avec une baisse notamment des dépenses publiques. Parce que les Français se disent,
Il y a plein d'études, hein, vous verrez IFOP, etc. Il y a plein d'études qui vont dans ce sens-là, d'une réduction de la voilure de l'État, parce que puis les agences, notamment les agences, voilà, nous on est très contents à contribuer des doublons archi connus et qui permettent de placer les copains, enfin tout ça, mais nous, on est touche très pas. Contents d'entendre parler des agences, parce qu'à Contribuer Associé, on a sorti une étude sur le sujet en 2023. On en sort une ce mois-ci, il y a quelques jours, voilà, écrite par Pierre Danon sur le sujet. Effectivement, il y a un gisement d'économie. Dans les agences, donc ce qu'on appelle techniquement les opérateurs de l'État. Et l'actuel ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, dit qu'il y a 3 milliards d'économies à faire là-dessus. Notre expert Pierre Danon, lui, parle plutôt de 14 milliards d'économies, voilà, en faisant les choses intelligemment. Oui. Alors le but du jeu, c'est pas justement de faire le coup de rabot à la Sarko, c'est-à-dire de retirer 5% des dépenses de partout. Oui. On a vu que c'était catastrophique, parce que notamment le régalien, on a pris plein la figure. Mais c'est de voir regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce qu'il y a des choses qui marchent bien dans l'État. Des agences de l'État qui sont vertueuses, qui sont bien gérées, ou d'autres, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des ministres de tutelle, et ces ministres de tutelle ne font pas leur job, ne font pas le boulot, ne contrôlent pas. Ne contrôle pas ce qui se passe dans ces agences. Et donc, il y aurait... Parce que d'après ce qu'on en dit aujourd'hui, donc il y a immédiatement 40 milliards à trouver, voilà, et vraisemblablement 160 milliards à essayer également de récupérer, de réduire, de retrouver dans les autres comptes. Bien sûr, il y a les marges de manœuvre. Alors évidemment, on se tourne vers les retraités. Il est question de leur supprimer leur abattement de 10%. Oui, alors c'est encore cette histoire assez ridicule. C'est risible. C'est vraiment ce travers, là, politicien étatiste français depuis des décennies. C'est un problème, une taxe, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. En gros, on attend. Moi, ce qu'on aimerait entendre véritablement, parce que c'est pas dit vraiment comme ça aussi fortement, c'est on dit. Je suis au gouvernement, je réduis les dépenses publiques, je m'attaque, je suis président de la République, je m'attaque aux missions de l'État, à la sphère d'action de l'État. Parce que l'État veut tout faire. Tout. Et mal. Et très mal. C'était dit par... voilà, déjà, il y a longtemps. Il y a longtemps, oui. On sait par qui. Et ça, non, voilà, réduire cette sphère d'action. Justement, le but du jeu, c'est de revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'État se reconcentre à nouveau sur ses fonctions régaliennes. Et, voilà, et qu'il laisse respirer les corps intermédiaires, qu'il laisse respirer les entrepreneurs, qu'il laisse respirer les particuliers, qu'il laisse respirer les familles. Les associations libres, pas les associations dépendant des lobbies politiques. Ou des subsides publics, ouais. Des subsides publics. L'État s'occupe, par exemple, des enfants abandonnés. Et maintenant, on vient de faire des ASE aujourd'hui, des révélations, mais épouvantables. Ouais, et là encore, c'est des milliards qui sont payés par les départements et pour des résultats absolument épouvantables. Et ça opère considérablement les marges de manœuvre des départements, parce qu'il y a l'ASE, il y a les mineurs étrangers isolés. Bien sûr, et ça, c'est un cataclysme. Bien sûr, et comme il n'y a aucune moralité publique, parce que la République n'a pas de moralité, on a beau raconter tout ce que l'on veut, bon, ça, c'est pas votre affaire, mais c'est la mienne. Qu'est-ce qui se passe ? L'immoralité domine partout, donc il n'y a aucune raison que les gens agissent correctement quand il n'y a plus de règles morales, quand il y a plus de immoralité et irresponsabilité aussi. Oui, voilà, quelque chose de tout bête comme l'argent public. Je pense que des personnes qui sont aux affaires à la manœuvre aujourd'hui vont très très bien gérer leur propre portefeuille, mais une fois qu'ils sont aux affaires, ils s'en fichent, parce que moi, c'est l'argent public, c'est pas le mien, c'est celui des autres, je m'en fiche, et je dépense à tire-larigot, à tout va, sans respect pour les gens qui font tourner la machine. Ceux qui sont retraités aujourd'hui, qui ont beaucoup travaillé, les populations actives, je suis désolé, mais les impôts, ce qui fait tourner l'État, ce qui fait tourner... les collectivités locales et la Sécu, ça vient du travail des Français. Hein. Alors, il faut le respecter. Monsieur Bayrou a décidé de faire un référendum sur la question des finances publiques et en particulier donc sur la question du budget de l'État. Alors, à mon avis, il n'y arrivera pas, d'abord parce que, incontestablement, Macron se réserve le droit de définir les référendums et celui-là ne lui plaît pas. Donc, à mon avis, la semaine prochaine, il va nous faire un petit discours pour expliquer dans quel domaine il estime que les référendums doivent avoir lieu. Et ce seront des référendums qui tourneront sur les visées
les visées du président de la République. Hein, parce qu'incontestablement, il a une visée en ce moment. Il cherche une issue à son problème personnel. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils cherchent tous une issue à leur problème personnel. Alors Bayrou voudrait trouver cette issue du référendum, mais vous y croyez? Enfin, est-ce qu'il est possible que les Français votent pour leur propre budget? Non, je suis un peu... En principe, c'est à la représentation nationale. Tout à fait, c'est le boulot. On a des parlementaires pour ça. Ouais, on a créé cette Assemblée nationale il y a maintenant plus de 200 ans sous prétexte de régler la question des dépenses publiques. Oui. Non, c'est toujours sympa d'entendre un élu qui dit qu'il va consulter le peuple. Oui. Mais oui, ça c'est... moi j'ai l'impression, comme beaucoup, c'est qu'il y a une volonté là d'occuper le terrain. Oui, c'est ça. On a un Premier ministre qui est très très bas, c'est un record historique dans les sondages, donc le pauvre, entre guillemets... il a besoin de lancer sans doute des contre-feux. L'idée en soi, l'intention est peut-être pas mauvaise, mais je veux dire, bon, on fait pas de la politique avec des bonnes intentions. Alors et puis après, d'un point de vue constitutionnel, certains sont pas sûrs du fait que ça rentre vraiment le regard de l'article de la Constitution, que ça rentre vraiment dans les possibilités de faire un référendum sur un cas de sujet. Les gens se rendent-ils compte de ce que c'est qu'une loi de finances? Parce que vous en avez certainement manipulé. Oh oui, mais je suis loin d'être un spécialiste, très très loin, parce que c'est d'une complexité infinie. J'ai eu l'occasion plusieurs fois, pour des raisons d'études spéciales. C'est très compliqué. Mais non seulement c'est compliqué, mais c'est effroyablement mal rédigé. Et ça se comprend, puisqu'il y a un report d'année en année. Donc ce que les gens ne savent pas, c'est la façon dont sont rédigés les paragraphes. Et vous avez des quantités de paragraphes avec des petits points parce que vous êtes censé vous reporter à l'année précédente, qui elle-même se reporte à l'année précédente. Et c'est une transformation d'un alinéa, d'une formule, d'où l'influence législative, notamment, sur cet aspect-là des choses. Quand on y réfléchit, c'est hallucinant. Et puis avec tout un volet d'annexes, qu'on appelle les jaunes ou les bleus, d'annexes budgétaires, certains qui sont extrêmement intéressants, d'autres par exemple pour les opérateurs de l'État. Nous, avec d'autres à contribuer associés, on s'est rendu compte que justement les jaunes budgétaires, par exemple, consacrés aux opérateurs de l'État, n'étaient pas complets, il n'y avait pas toutes les données. Pareil, le jaune sur les associations, en gros, c'est le gros document qui va résumer toutes les subventions que les associations ont touchées par les ministères. Et là, ce document, il est assez intéressant parce que ça permet de faire des analyses, etc. Mais le gros hic, c'est que, donc, on est d'accord, hein, un député, c'est là pour voter, pour faire la loi, mais c'est aussi là pour contrôler les politiques de l'État. Et donc, les députés reçoivent ce document, donc ce jaune associatif, sur les subventions de l'État, mais malheureusement, les subventions qu'ils doivent contrôler en 2025, ce sont les subventions de 2023. Exactement. Voilà. Donc, il y a un delta de 2 ans. Donc, les pauvres gars, on leur dit, écoutez, vous allez me contrôler ça, mais moi, ça fait belle lurette que les versements ont été effectués. Voilà. Et tout est un petit peu comme ça. Et c'est là qu'on se dit, mince, quoi. Il y a quand même un problème. Il y a un problème. Ce que déplorent beaucoup de parlementaires. Ils disent, on n'a pas les moyens de contrôler la politique de l'État. Il suffit d'écouter le brave Charles de Courson, qui est probablement le seul parlementaire à y comprendre quelque chose dans toute ce salmigondi de textes. Et le seul à pouvoir repérer où se trouvent les failles, mais les autres, comment ils sont complètement perdus, c'est évident. Alors ce qu'il dit, c'est que, en fait... s'imaginer qu'il y a un contrôle parlementaire, il n'y en a pas. C'est ça, il y a encore une fois, on en parlait un peu tout à l'heure, notamment sur les fraudes sociales ou sur d'autres sujets. Là, il y a une bonne commission d'enquête aussi au Sénat sur la bureaucratie, la suradministration et les normes, où il y a du bon boulot, entre guillemets. Donc on fait de l'administration pour prouver qu'il y a trop d'administration. Et ce que disent beaucoup de députés, notamment, c'est que leur problème, c'est que quand ils vont essayer d'analyser les choses, et critiquer par exemple l'action de l'État, les seules données dont ils disposent, ce ne sont pas les leurs, ce sont les données de l'État. Bien sûr. Donc en gros, l'État leur met dans la main les cartes qu'il veut. Exactement. Voilà. Et donc en face, c'est compliqué d'y voir clair, quoi. Et c'est ce qui se passe avec Bercy, et c'est pour ça que Bercy mène tout. Tout à fait. Ouais. Mais Bercy mène tous les autres ministères. Et d'ailleurs, ils comparaissent chaque année devant le tribunal de Bercy, qui est celui qui, finalement, fait le chèque final. Et donc, tout le monde...
le pouvoir est en réalité détenu par une quarantaine de personnes qui se connaissent tous et qui se téléphonent et qui se succèdent entre des services publics de l'État et puis des hautes fonctions publiques auprès de Macron ou auprès du Premier ministre. C'est toujours la même bande, là. Celui qui a remplacé Colère, Mongin, eh ben, il vient de la même formation. Ils viennent tous, pratiquement tous du Trésor. Et ils viennent tous de la même formation. Emmanuel Moulin, il avait été, Emmanuel Moulin, oui. Il avait été conseiller de Sarkozy aussi à l'Élysée. Oui, c'est toujours les mêmes et qui ont leur répertoire, et qui savent où téléphoner, comment téléphoner, et qui s'imaginent qu'ils ont le pouvoir. Et c'est terrible, mais c'est terrible parce qu'il n'y a pas de pouvoir littéralement indépendant. Et quel est le pouvoir même d'un Charles de Courson en face de ces gens-là? C'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va annihiler le budget? Il ne peut pas, sinon la France n'a plus de budget. Donc il est complètement... Oui, ce qui est assez problématique en plus, c'est que c'est comme les militaires qui sont en garde à vous devant tous ces petits jeunes énarques. Ils ont 5 étoiles. Eux, ils savent ce qu'il faut, mais ils n'ont pas le droit de parler. D'autant plus qu'il n'y a pas eu de vote de budget ces derniers temps, on va dire. Donc c'est passé en force, entre guillemets. Mais oui, crise de régime, elle dure depuis longtemps, la crise de régime. Et donc, votre question, c'est comment... Oui, mais la prochaine fois, elle risque d'être, si elle est doublée d'une crise financière... Oui, géopolitique, voire militaire. Voilà, géopolitique, militaire, et avec des culbutes impossibles, une inflation des chiffres de la dette telle que ça ne sera plus possible. C'est pour ça qu'il est temps d'agir. Et encore une fois, on le dit depuis longtemps à Contribuables aussi. Et on espère être entendu. Je crois qu'on l'est tout de même. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, du fait que maintenant, ce soit depuis Juppé, et puis même déjà avant, mais en fait, c'est Juppé qui a vraiment finalisé la chose, que les dépenses de la sécurité sociale soient transformées pratiquement en dépenses d'État. C'est-à-dire que le budget de la sécurité sociale, qui auparavant était façonné par prétendument les partenaires sociaux, même si déjà les hauts fonctionnaires s'en mêlaient beaucoup. Mais enfin, il y avait quand même censément cette idée que les retraites appartenaient aux retraités, que les cotisations de sécurité sociale appartenaient aux cotisants, etc., etc., qu'il y avait en principe une certaine justification juridique, sociale, politique, économique des grands principes qui régissaient le financement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, maintenant, c'est un budget parallèle au budget de l'État, qui est plus important encore que celui de l'État. Vous en avez donné les chiffres. C'est effarant. 800 milliards, ouais. Oui, c'est ça, c'est effarant. Et c'est entièrement voté maintenant par les députés qui n'y connaissent pas plus dans ce domaine que le budget de l'État. Avec des transferts entre la Sécu et l'État, notamment pour les retraites des fonctionnaires. C'est d'une complication infinie. Oui, il y a du bidouillage. Oui, bien sûr, beaucoup. Tous les comptables vous disent que la comptabilité, c'est pas la vérité. Quoi. En non, gros, bien sûr. En comptabilité, on peut très bien se débrouiller et l'État le fait assez bien. Ouais, c'est vrai, un peu partout. Toute personne qui a fait un peu de comptabilité le sait parfaitement. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il y a des comptabilités malhonnêtes. Mais il y a forcément un moment ou un autre, surtout dans des circonstances comme celle-ci. Bon, quand c'est une petite entreprise simple et claire, bon, ça va. Mais quand vous avez des gros déplacements d'argent et qu'il faut les justifier, et quand vous avez des trous et qu'il faut remplir les trous avec les surplus qui sont éventuellement ailleurs... Et qu'on n'est pas obligé de rendre des comptes, ce qui est le cas quand même de la puissance publique. Hein. Ce qui a été la raison pour laquelle Juppé a organisé... Enfin, c'était la suite de tout un mouvement qui a commencé avec Charles de Gaulle, en fait. C'est-à-dire la prise en main pratiquement de tout le financement de la France. Je crois qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est une logique peut-être toute humaine, c'est tout pouvoir. Tout pouvoir n'aspire qu'à croître. Bien sûr. Et on en parlait un poil tout à l'heure, mais sachant que beaucoup de corps intermédiaires de contre-pouvoir ont disparu en France, ou sont bien moins forts qu'ils n'ont pu l'être. Quand on pense à ce qu'était de fait la sécurité sociale, au départ, c'était quand même une volonté d'une part du patronat et d'une part du monde syndical, ouvrier ou du cadre ou des employés, du monde des employés, d'organiser leur retraite, d'organiser
leur assurance sociale, mais c'était des assurances qui relevaient de leurs compétences. Mmh. Et par conséquent de leurs droits. Alors évidemment, il vient un moment où on ne peut plus gérer soi-même quand il s'agit de sommes. On fait confiance, oui. On fait confiance, mais on fait confiance à des autorités qui sont déléguées par vous. Et là, c'est une mainmise de l'État sur tout, absolument tout le système des retraites. C'est pour ça que quand nos amis, dont vous d'ailleurs, vous protestez très justement sur la question des retraites, etc., mais on entre déjà dans le jeu de l'État qui consiste à dire je dois organiser moi le système centralisé des retraites. C'était l'idée d'ailleurs de Macron qui finalisait la chose avec sa retraite à points. C'est-à-dire, au final, les députés auraient voté la valeur du point chaque année et ensuite, donc vous n'avez plus une retraite à vous. Et donc en France, il devient impossible de dire, ben moi, je ne cotise pas à la sécurité sociale, mais je vais cotiser à une retraite indépendante. D'où la nécessité, je pense, effectivement, de cette mise en concurrence de la Sécu, qui est devenu un monstre. Bien sûr. Qui est devenu un monstre. Alors on est d'accord. Oui, bien sûr. Et encore une fois, l'État ne peut pas s'empêcher. Sur les retraites, on a bien vu que les caisses d'Agir Carco sont encore menacées. Oui. Voilà, il y a eu parce que c'est volonté de piquer dans les caisses qui sont bien gérées. Voilà, ils sont bien gérées parce qu'elles sont encore privées. Voilà. C'est exactement comme les caisses des avocats, les des caisses pharmaciens. Des pharmaciens, des professionnels. Ce qui marche, l'État veut s'en emparer. Bien sûr. Au nom du bien de tous, et puis derrière... et de l'égalité. Toujours de l'égalité. Donc oui, mise en concurrence de la Sécu, ça serait indispensable. Bien entendu, ça serait peut-être avec la réforme, une véritable réforme de l'éducation nationale, ça serait deux grands poumons, entre guillemets, de la France à libérer. Complètement. Complètement. Parce que ce sont deux grosses matrices, en fait, du système, entre guillemets. Et c'est tellement vrai... C'est tellement vrai qu'à l'heure actuelle, n'importe quel homme politique qui prétendrait vouloir, en son nom ou au nom de son parti, prendre le pouvoir pour redresser la France, il y en a, on en connaît qui sont éventuellement sincères. Mais tout le monde sait très bien que ça ne suffit pas de prendre le pouvoir, ça ne suffit pas de gagner une élection. Il faut ensuite, il faut ensuite gérer Bercy. Il faut gérer la rue de Grenelle. Et la rue de Grenelle, ce n'est pas le ministre qui tient la rue de Grenelle. Tout le monde le sait. il y a eu des ministres qui sont passés, y compris Bayrou, qui avaient décidé de ne rien faire, a priori. Mais, oui, non, mais qui voulaient rétablir la dictée, rien n'a très vite, marché. ils se sont rendus compte qu'il fallait mieux ne rien faire. Ouais. Et en fait, c'est tenu par des administrations entre... on ne va pas dire entre les mains de qui elle se trouve, parce que ceux à qui Macron s'est adressé encore hier, avec beaucoup d'éloquence. Mais ces administrations tiennent tout. Et s'imaginer qu'on va pouvoir réformer la France en se contentant d'une prise de pouvoir électorale, mais tout le monde même sur le plan régional, même sur le plan local, enfin, quand on sait la façon dont ont été gérés, ne serait-ce que Poitou-Charentes avec Madame Ségolène Royal, les millions qu'il y avait. Alors, je crois qu'on doit passer notre ami Bobino. Ça va nous laisser 2 minutes pour reprendre notre salive. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Merci. Alors, chers auditeurs, vous nous suivez, j'espère, avec intérêt. Et c'est absolument passionnant. On tourne toujours autour des mêmes problèmes. Alors, je me tourne vers vous pour vous... Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme possibilité en dehors d'un grand clash, c'est-à-dire la France obligée de déposer le bilan Déjà, je ne suis pas pour la politique du pire. Donc, oui, on est je me suis rendu compte en vieillissant que les choses sont complexes et qu'il est peut-être possible d'agir de l'intérieur aussi, entre guillemets. Que faut-il faire? Beaucoup de choses.
ce qu'on dit à nous, à contribuables associés, c'est de déjà regarder, encore une fois, où sont les dépenses principales et essayer de les amoindrir. Un de nos grandes tares françaises, c'est aussi le poids de l'administration. On en touchait un petit mot tout à l'heure, mais le poids des normes en France est considérable. Hein. L'aspect seulement normatif de la suradministration a été quantifié par différents experts internationaux, même l'OCDE, à hauteur de 3,5-4% du PIB, quoi, donc 85 milliards. C'est la moitié du déficit budgétaire de l'État sur une année. Nous avons 6 millions de fonctionnaires. 6 millions de fonctionnaires, 6 millions et demi. Voilà, on voit que ce qui se passe en France depuis assez longtemps, et quelqu'un comme Xavier Fontanet, grand chef d'entreprise qui le dénonce depuis longtemps, on voit un PIB marchand qui tombe et on voit un PIB non marchand, donc en gros les administrations qui ne cessent d'augmenter. Sur 25 ans, entre 1997 et 2022, la population, le nombre de fonctionnaires a plus augmenté que la population de la France et a plus augmenté que les salariés du privé. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. On a un régime suradministré, en plus, parce que, sachant, on n'a rien du tout contre les fonctionnaires, contre les associés. On souhaiterait même qu'ils soient mieux payés qu'ils ne le sont aujourd'hui, parce que certains sont d'ailleurs, ils sont mal payés, notamment dans l'éducation nationale, ou dans certaines fonctions régaliennes. On souhaiterait qu'ils soient mieux payés, que tout cela soit mieux organisé, qu'ils soient un peu plus autonomes et un peu plus responsabilisés, mais qu'aussi que dans certains domaines, il y en ait moins. Il y en ait moins, ou qu'il y ait une dévolution au privé, comme on l'a vu à peu près partout autour de nous. Même l'Italie est venue, les Suisses ils sont venus. Je veux dire, rien contre eux, mais je veux dire, quelle différence. En quoi un cantonnier ou un jardinier fait le fait d'être fonctionnaire lui donne une qualité de travail que n'aurait pas son camarade paysagiste. Allons plus loin. La dame qui travaille en crèche. Quoi, ouais. Allons plus loin. Les services de santé. Avec les fameuses ARS. Oui, nous avons... On a une suradministration dans l'hôpital. Suradministration dans l'hôpital. En gros, un tiers des agents d'hôpitaux sont des agents non soignants. Donc, c'est des agents administratifs ou des agents techniques. On est bien au-dessus encore, des moyennes de l'OCDE ou de l'Europe. On est partout. On a cette manie du rapport, du reporting, comme on dit aujourd'hui en France. On doit rendre des comptes. Voilà. Alors, il y a encore 30 ans ou 40 ans, on pouvait dire que du coup, la santé française était la meilleure. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à faire, comme vous le dites, une délégation, enfin, un transfert? Il n'y a pas de raison que ces gens-là dépendent forcément d'un fonctionnaire d'autorité. Pourquoi ça ne relèverait pas, la santé ne relèverait-elle pas de services indépendants? Et on parle toujours de l'indépendance des établissements. Il en est de même dans l'enseignement. Tout à fait, ouais. Mais en fait, concrètement, il n'y en a jamais parce que tout est tenu par une administration. Et avec des normes, avec des règles, des règlements qui tous les jours surabondent, et d'autant plus que comme ça ne résout aucun problème. Là, on en vient presque à un problème presque philosophique, quoi. Oui. Moi, en vous entendant, c'est une expression que je me fais souvent. L'État donne l'impression en fait de ne pas vouloir faire confiance, ou de ne pas vouloir faire confiance en français. Voilà. Soit par peur ou soit par détestation peut-être nous on sait, vous petits Français d'en bas, vous ne serez pas capable de faire les choses comme nous les faisons aujourd'hui. Ouais. Mais ça va très loin, votre réflexion, parce que pour ma part, c'est des questions que je connais un petit peu. Dans l'armée, c'est caractéristique. On fait comme si le militaire ne comprenait rien. Et vous avez des petits énarques qui décident qui prennent des décisions devant des généraux à 5 étoiles qui sont au garde à vous et qui s'imaginent qu'ils ont devant eux des génies de la politique devant qui la toge, les armes doivent céder devant la toge, selon la formule latine, et qui sont ridicules, parce qu'en fait, ils en savent 10 fois plus que ces petits mecteux qui n'ont jamais tenu un revolver de leur vie, qui ne savent pas ce que c'est que mourir, qui ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est que la guerre. Macron, il ne sait rien de la guerre. Il fait qu'en parler, c'est tout. Il fait des discours. Ça s'arrête là. Puis il défile
avec un air martial devant les troupes, en faisant des discours ridicules en plus, oui. Non, mais il y a quelque chose de grave, parce que c'est vrai pour l'armée, c'est vrai pour l'éducation, évidemment. On ne fait pas confiance aux parents, notamment. Mais oui, on ne fait pas confiance aux parents, puis on ne fait pas confiance aux vrais professeurs, enfin à ceux qui se donnent du mal et qui veulent enseigner véritablement. Et il y en a plus qu'on ne croit, mais bien sûr. On ne fait pas confiance aux médecins, on ne fait pas confiance... par exemple, là, c'est tout à fait typique dans la question de la... Du numerus clausus. Du numerus clausus, et puis même la fin de vie. Les médecins sont majoritairement contre. Ben non, l'État décide du contraire. Et on va dépenser encore un argent fou pour faire plaisir à 4 députés qui ont promis ça à leur clientèle. On prend les problèmes les uns après les autres. Il y a énormément de questions qu'on devrait arriver à pouvoir résoudre de manière simple et claire, sans que l'État soit privé de quoi que ce soit. Car évidemment, il faut que l'État garde son rôle de contrôle, d'arbitre et de direction générale, et évidemment de direction générale. Et je suis persuadé que dans ce cadre de cette liberté, on arriverait à résoudre des problèmes comme l'insuffisance des médecins, la répartition sur le territoire, les déserts médicaux. Maintenant, bientôt, il va y avoir les déserts d'enseignement. On parle souvent du laisser-faire, mais la vraie formule, c'est laissez-nous faire. Bien sûr. Laissez-nous faire. Bien sûr. Mais même l'agriculture. Ouais. Même l'agriculture. Quand on pense qu'on en est à calculer le nombre de ceps de vignes, le nombre de vaches que vous devez posséder, enfin, c'est... Avec un accès aux terres qui est assez compliqué parce que géré par l'agence idoine. Et bien sûr, toujours une agence. Qui préempte, qui donne en gros, moi j'exagère, mais je caricature à peine, mais qui donne un peu les terres à qui veut, quoi. Mais, ouais. Et il faut imaginer ce que ça peut représenter en plus comme profession, comme métier, qui sont en quelque sorte surnuméraires, qui viennent se greffer sur des activités fondamentales et qui sont là pour les contrôler, les diriger, les gérer, les exploiter, en tirer le financement, etc., etc. Quand on y réfléchit, combien y a-t-il? Pour une personne effective qui travaille, il y a au moins 3 personnes qui y contrôlent. Non, c'est à peu près ça en France. C'est de cet ordre-là. Ouais. C'est de cet ordre-là. Ça devient insensé. Est-ce que c'est envisageable, cela? Est-ce que c'est aujourd'hui envisageable? En tout cas, il y a un certain... Est-ce qu'il faut une crise majeure, pas forcément mortelle, mais une crise assez forte, une décrédibilisation de ceux qui dirigent, quelqu'un qui connaît un problème de dette considérable qui fasse que ça ne soit plus intéressant d'avoir le pouvoir parce que ça devient une charge. Voilà. Je vois une personne qui connaît très bien les hommes politiques parce qu'elle a travaillé avec eux depuis, sans en être, travaillé avec les hommes politiques depuis des décennies. Il m'avait dit que cette personne-là avait évolué au cours du temps. Elle s'était rendu compte que ce que nous on dit ce soir, c'est que effectivement c'est la haute administration qui tenait les rouages. Et cette personne était convaincue, on en parlait beaucoup notamment au moment de la crise du Covid, était convaincue que les choses ne bougeraient pas tant qu'on ne taperait pas au portefeuille de la haute administration. Ah oui. Il me disait, Jean-Baptiste, vous savez, ces gens-là ne bougeront pas tant qu'on n'aura pas abattu leur salaire de 30, 40 ou 50%. Et tant qu'ils resteront les maîtres. Et tant qu'ils resteront les maîtres. Et que ce seront eux-mêmes qui se rétribueront. Parce que c'est ça. Certains, oui, en tout cas. Bien sûr, la plupart. La plupart. Et donc, oui... que va-t-il advenir demain? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est en 1788 aujourd'hui? Je l'ignore. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que beaucoup de Français sont, je crois, prêts à des réformes et à des réformes salutaires, bien plus qu'on ne le croit. Alors parlez-nous justement de contribuables associés. Ça marche bien? Vous êtes... Ça marche bien. Écoutez... Cette association a combien d'années d'existence? Un peu plus de 30 ans. 30 ans. Elle a le mérite, comme Radio Courtoisie, de ne vivre que de ses propres subsides. Oui, c'est-à-dire que nous ne recevons aucun argent public, aucune subvention. Nous vivons et nous pouvons mener nos combats que par les dons et l'aide que veulent bien nous apporter les membres de contribuables associés. Je remercie d'ailleurs ceux qui nous écoutent ce soir.
Et notre combat, c'est un combat, on essaie de faire feu de tout bois. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a plusieurs missions. L'une d'elles, c'est d'informer un maximum les Français. Alors ça, c'est remarquable. Par une présence médiatique. Oui. Alors, on a représentez-nous de nouveau les organes que vous... notamment, nous avons pilotez. un trimestriel qui s'appelle Tous contribuables, qui est un trimestriel à destination des membres ou de nos abonnés, qui a trait en fait à notre vision, l'actualité de l'argent public, on va dire, vu du point de vue des contribuables. Donc, on évoque, alors ce qui est assez remarquable et assez intéressant dans le fond, avec l'argent public, c'est que l'argent public est partout. Donc, Oui. on peut parler de tous les sujets. On a des dossiers dans tous contribuables qui peuvent avoir trait aux hôpitaux, à la culture, au sport. On avait fait un dossier sur les Jeux Olympiques. Donc, oui. C'est la gestion des villes en particulier. La gestion des villes, donc tous contribuables tous les 3 semaines. Sur la gestion des villes, nous avons 2 sites dédiés. L'un qui s'appelle l'Argus des communes. Oui, l'Argus des communes. Que nous pilotons depuis une quinzaine d'années, en fait. Et c'est facile d'y aller sur tout ce facile, site. c'est gratuit. Vous tapez Argus des communes, vous tapez le nom de votre ville et vous aurez quelques indicateurs financiers, notamment les dépenses de fonctionnement, le ratio de dette, etc. Et donc, on note, Contribuable Associé depuis un peu plus de 10 ans, on note toutes les villes de France selon la gestion du maire. L'année dernière, nous avons créé, toujours dans cette optique d'informer un maximum les Français au niveau local, nous avons créé un site qui s'appelle Vigitax Local. Oui. Pareil, vous avez une carte de France, vous allez dans votre village, vous pouvez comparer avec les villages d'à côté ou les grandes villes d'à côté et connaître le taux de votre taxe foncière sur plusieurs années. Et aujourd'hui, nous avons sorti ce matin, 6 mai, un nouveau site qui s'appelle viginorme.fr et donc dans lequel, avec un haut fonctionnaire, parce qu'il y en a des bons, qui est Christophe Héroche Duval, qui est un spécialiste de la question législative et normative, qui a écrit un très très bon bouquin l'année dernière sur les normes et l'inflation des normes. L'inflation normative. On a créé un site avec lui qui permet d'évaluer en fait l'augmentation des normes dans 19 codes administratifs et juridiques différents. On fait mieux que l'État. L'État, nous, tous les mois, on va sortir les nouveaux chiffres en fait de l'inflation normative. Alors l'État, lui, il le sort que de façon assez aléatoire, mais deux fois maximum par an. Chiffres, par exemple, parce que là, j'ai vu passer des chiffres, en particulier sur le nombre de mots utilisés chaque année par l'État. Là, je ne l'ai pas en tête, celui-ci. Je peux vous dire qu'on est à plus de 400 000 normes. 400 000 normes, et ça va même augmenter. On va être autour de 450 000 en France. Donc ça, avec Alors, non seulement il y a la France, mais il y a également l'Europe. Et nous, quand on transcrit l'Europe, on fait de la surtranscription. Exactement. Ce qui est un travers oui, bien sûr, pas d'aujourd'hui. Je me rappelle d'études qui étaient sorties il y a déjà 15-20 ans sur le sujet. Oui. Donc, on le voit notamment pour les médicaments. On sait que certains médicaments mettent beaucoup plus du temps à arriver sur le marché français parce qu'au lieu d'être mis sur le marché, je dis un peu n'importe quoi. En gros, l'Union européenne donne son autorisation pour mettre sur le marché, dans le cadre de l'Union européenne, tel médicament. Il sera sur le marché aux Pays-Bas en 6 mois, en Allemagne en 9 mois, et en France, ça va prendre 2 ans. Voilà, ça fait partie de cette surtransposition normative, parce que nous, on va refaire des règlements, on va refaire des contrôles, parce qu'on a l'impression que les gars qui ont contrôlé le truc à Bruxelles, et puis après les entreprises qui eux-mêmes ont fait leur propre contrôle ne sont pas viables. Alors, je vais vous répondre à votre question, Hilaire. Je suis allé sur le site Viginorme. Depuis la nomination de François Bayrou, donc le 13 décembre 2024, donc depuis à peu près 6 mois, il y a 335 385 mots qui ont été rajoutés sur l'ensemble des 77 codes législatifs. Voilà le type de données que vous pouvez avoir sur notre site, et ça sera mis à jour tous les mois. Voilà. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Le code du commerce sur... On rêve d'un Bonaparte. Moi, je ne suis pas bonapartiste personnellement, mais on rêve d'un Bonaparte qui vienne et qui dise « Vous me réduisez tout ça à 10 000 mots. » Il y en a assez. C'est des politiques qui ont été menées chez certains de nos voisins, aux Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni. Pour une norme créée, 2 étaient supprimés. Ou alors, dans certains pays, c'était même pour une norme créée, 3 supprimés. Mais je peux vous donner d'autres chiffres. Le Code de l'environnement, depuis 2004, c'est plus 48,34% de mots. Le Code de la santé publique, c'est plus 332,93%. La sécurité intérieure, 255,51% d'augmentation en termes de mots.
Non, mais on sait très bien. Le code de l'éducation 200%, etc. Nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, il n'y a pas de phrase plus fausse que celle-là. L'avocat le plus rompu, le magistrat le plus travailleur ne connaît pas, ne sait pas, ne peut pas savoir cette espèce d'immense chaos. Puis c'est un chaos en plus. D'où le grand succès des avocats fiscalistes, des fiscalistes français, des spécialistes de Bercy qui sont très souvent débauchés à l'étranger parce que notre système étant tellement complexe que ces gens-là ont un talent fabuleux pour s'y retrouver et sont recrutés à prix d'or par des boîtes du monde entier. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Ils sont brillants. Oui, c'est ça. Il y a un taux de recouvrement de l'impôt du revenu en France qui est extraordinaire. Qui est au-dessus de 99%. C'est la raison. Et c'est pour ça qu'on continue à nous prêter, notamment parce qu'il y a de l'argent en France, que le Français est travailleur et épargnant. Le Français épargne. Et il est sous de côté. Et grosso modo, il est honnête. C'est-à-dire, en plus de ça, que l'administration... S'il y a une administration qui fonctionne en France, c'est l'administration fiscale. Et que personne ne peut échapper à l'impôt. Donc... en gros, le prêteur sait que de toute façon, il y aura ce qu'il faut. Il y aura ce qu'il faut pour payer les 100 millions d'euros de charges de la dette et qui permettront à des Allemands, des retraités allemands, des retraités américains, éventuellement des retraités français aussi, de vivre. Tout à fait. Non seulement on fait vivre des quantités de gens, et non seulement en France, mais à l'étranger, mais en plus de ça, on fait vivre par notre dette, on fait vivre des retraités du monde entier. Oui, ils sont souverains parce qu'il n'y a pas de régime par capitalisation, en tout cas obligatoire en France, qui serait sans doute une bonne chose. Et la création d'un fonds souverain, comme on entend d'autres de pays, serait on a entendu là dans le cadre des actuels soubresauts géopolitiques qu'on entend de plus en plus parler de la création d'un fonds dédié à la défense, notamment, ou de gager une partie de l'épargne des Français vers l'industrie de défense, mais avoir un fonds souverain, effectivement... Mais malheureusement, ce sera encore plus possible dans le cadre européen. Voilà, mais on a vu, par exemple, que la Norvège achète énormément de dettes françaises, pas que françaises d'ailleurs, et les Norvégiens ne s'en rendent pas compte, mais sont propriétaires d'un paquet de grandes avenues et de grands immeubles à Paris, tout autant que les Qataris ou les Saoudiens. Et, donc, des choses peuvent être menées. Encore une fois, on a sorti une autre étude au mois de... Parce que vous vouliez que je l'évoque, mais au mois de février, les grands réformateurs, voilà. C'est très intéressant. Parlez-nous-en quelques instants. Vous voyez, il y a 10 figures. 10 figures, Margaret Thatcher pour le Royaume-Uni, Ronald Reagan pour les États-Unis, Václav Havel et Václav Klaus pour la République tchèque, Marc Lár, un peu moins connu, qui était estonien, Jean Chrétien du Canada, Lee Kuan Yew, qui était le fondateur du nouveau Singapour, et l'actuel Javier Milei. Nous sommes dit, alors on a écrit une étude assez simple, je pense, parce qu'une des missions de conseiller associé, c'est vraiment d'informer le grand public. Donc, nous ne voulons pas être des technocrates de la chose, mais vraiment faire quelque chose de très bien présenté. Je vais vous laisser l'air très lisible, en fait, sur quelques exemples de réformes qui ont pu être menées il y a 30, 40, ou encore aujourd'hui avec Javier Milei, des réformes qui ont été menées d'un point de vue économique par des chefs d'État, qui ont pour la plupart un point commun, c'est une grande liberté d'esprit. Une grande liberté d'esprit et puis une liberté par rapport au système. Et un réel courage politique aussi. Mais dites-nous comment on peut se le procurer, comment les autres... Alors, nos études, pouvez-vous les procurer sur notre site, contribuableassocié.org. Vous pouvez aussi vous les procurer auprès de nous en nous appelant au 01 42 21 16 24, 01 42 21 16 24, ou nous adresser un courriel à l'adresse contact@contribuable.org, contact@contribuable.org. Les grands réformateurs, des exemples politiques pour la France. Oui. Et le dernier dont vous parlez, Javier Milei, c'est l'homme à la tronçonneuse. Il y avait l'homme à la moto de la fameuse chanson, et maintenant il y a l'homme à la tronçonneuse. Oui. Mais alors, tout le monde se moquait de lui. Il y a un an, tout le monde se moquait de lui. Lui, évidemment, il ne réussirait pas. Tous les articles de la presse étaient dans le même sens. Et puis là, maintenant, on s'aperçoit que ça y est, l'Argentine est en train de sortir du marasme. Ça va prendre du temps, mais il y a eu un électrochoc. 70 ans de social-étatisme aussi derrière. Et bien sûr. C'est pire que chez nous.
Ça, c'est un pays qui a été très pauvre, on ne se rend pas compte. Il y a des élites argentines qui sont extrêmement brillantes, mais il y a une autre partie du pays, de la population pour laquelle ça a été extrêmement difficile. Et ce petit bonhomme, qui est un universitaire assez fantasque, hein, le gars en lui-même est assez particulier, Oui, je pense. mais qui a une espèce de ludion créatif qui mâche pas ses mots. Il fallait l'entendre notamment à Davos faire un discours qui a estomaqué ses homologues chefs d'État ou grands patrons d'entreprise. Ouais. C'est quelqu'un qui mâche pas ses mots et qui agit. Qui a pris les problèmes à bras-le-corps. Moi, ça m'a fait penser à quelqu'un de beaucoup moins connu qu'on a fréquenté à Contribuables Associés, qui est Roger Douglas, qui était le ministre des Finances socialiste de la Nouvelle-Zélande, qui nous expliquait, parce qu'on organise des colloques à l'Assemblée nationale de façon régulière. Nous organisons 3-4 colloques chaque année à l'Assemblée nationale. Nous faisons venir des experts sur différents types de sujets, encore maintenant. Oui, très bien. Les derniers avaient trait notamment à la simplification administrative, ça peut être l'hôpital. Et Roger Douglas, on l'a fait venir il y a ça commence à remonter, mais le propos est toujours vrai. Quelques mois après la fameuse commission Attali, à laquelle avait participé celui qui allait devenir notre président de la République, Emmanuel Macron, et Roger Douglas. Donc on a analysé avec les députés, donc il faut imaginer, donc Contribuables Associés et à l'Assemblée nationale, le rendez-vous parlementaire, on appelle ça rendez-vous parlementaire, est présidé par un député. Autour du député, il y a des experts. Et on débat, en fait, ces experts sont là pour apporter la bonne parole et c'est leur vision des choses et comment on peut réformer le système en France. Et donc Roger Douglas, ministre socialiste des Nouvelle-Zélande, a fait la leçon aux députés français qui étaient présents. Et au-delà même de l'aspect technique des choses, ce qu'il disait, lui, il faut tout faire passer en 100 jours. En 100 jours, il faut faire passer un maximum de réformes et surtout quelque chose de très important, ne prenez pas les gens pour des imbéciles, parlez à votre population et faites-leur comprendre par des messages simples, soyez didactiques, faire-leur comprendre en quoi la réforme peut leur bénéficier, qu'il faudra peut-être être courageux, mais qu'il faudra s'y tenir. Ça prendra un peu de temps, les résultats ne viendront pas tout de suite, mais ça finira par payer. Et je pense quelque part, c'est ce discours que Milei a tenu. Roger Douglas, oui, à ma connaissance, oui. Il vit toujours. Oui, il vit toujours, ouais. Il a été ministre des Finances et ministre de l'Agriculture aussi. Il est à l'origine, en fait, du boom, du renouveau de l'agriculture néo-zélandaise. Oui. La France en a pâti, d'ailleurs. Bien sûr. Et aussi de la réforme du système de santé, où il a énormément libéralisé un peu ce qu'ont fait les Allemands. C'est-à-dire que lui, il a mis en vente énormément d'hôpitaux publics qui ont été rachetés par le privé, et ça a été un bénéfice considérable en termes de santé et même en termes de rémunération pour les personnels de santé qui se sont retrouvés. Donc il fait partie de ces réformateurs un peu moins connus que ceux que j'ai pu vous citer là, mais qui sont à prendre en compte. Et c'est un homme de gauche, Jean Chrétien, dont on parle dans cette étude. Les grands réformateurs étaient un centriste. Oui. Et lui, il est arrivé au pouvoir, ce qu'il a fait, il a supprimé un paquet de ministères. Ces ministères ne servent à rien. Oui. Alors, je dégage, quoi. Les successeurs ont fait le contraire. Le contraire, ouais. Oui. Mais ça a permis au Canada d'avoir 10-15 belles années en termes de finances publiques. Et c'est le chemin qu'a pris Jean Chrétien. Il disait pas à Fuera, comme dit Milei aujourd'hui, mais c'est ce qu'il avait fait 30 ans plus tôt. Oui. Et donc les solutions existent, on voit nos voisins, on parlait des Suisses tout à l'heure, on parlait de la dette, l'Allemagne avait mis en place un frein constitutionnel à la dette, ça a été le cas aussi en Suède, en Autriche, les Suisses par référendum ont voté à une large majorité il y a plus de 20 ans pour mettre des freins à la dette. Souvent on nous dit oui, mais la France c'est pas pareil. Moi j'y crois pas trop. Encore une fois, je pense que dans mes conversations, je me rends compte que beaucoup de Français ont vraiment les pieds sur terre. Encore une fois, les Français sont des épargnants qui font attention à leur bas de laine. Et donc une bonne gestion des finances publiques est celui qui augmente le mieux, le plus en France, et on comprend pourquoi. Le Français qui est travailleur et épargnant, il craint pour l'avenir et donc il met de l'argent de côté. C'est évident. C'est ce qu'il a toujours fait à travers les âges. Et je pense que le Français est prêt encore une fois, à des réformes et à avoir les finances publiques gérées correctement. Et donc, je pense qu'il y a une marge de manœuvre pour un homme politique qui aspire aux plus hautes fonctions, à avoir encore une fois ce discours de vérité et surtout tenir ses engagements. Et je crois, comme Roger Douglas, faire les réformes le plus vite possible aussi. Oui. C'est là pour prendre de vitesse les opposants, tout simplement. Bien sûr. Bien sûr, tout le monde comprend aujourd'hui que dans les 2 ans qui viennent, la France va vivre des événements considérables, forcément considérables. Que ce soit dans l'inertie de nos hommes politiques, enfin de nos prétendus dirigeants,
ou que ce soit en raison des circonstances nationales et internationales. Et donc, comme vous dites, il y aura des échéances, et les échéances, ça supposeront des décisions. Et des décisions Radicales, hein, radicales ouais. et importantes, sans être subversives. Il ne s'agit pas de mettre cul par-dessus tête, il s'agit au contraire de remettre de l'ordre. Du bon sens. Du bon sens. Mais il faut le souhaiter pour notre pays. Tout à fait. On voit pour le moment, on voit mal les hommes qui seront en état de faire une telle. Il faut souhaiter qu'il y ait des circonstances qui permettent à des hommes de ce genre de surgir et puis de faire les choses qui s'imposent. Et surtout de trouver une collaboration. La grande difficulté en France, c'est que tout le système est bloqué parce que tout est tenu. Et c'est vrai au point de vue politique, mais c'est vrai également au point de vue administratif, c'est vrai au point de vue normatif, c'est vrai au point de vue judiciaire. Tout est tenu. Et il n'y a pas de complot pour ça, d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de complot, c'est la même idéologie, le même... Puis avec des professionnels de l'opposition aussi, entre guillemets, qui descendent dans la rue à la moindre réforme. Voilà, nos syndicalistes qui aujourd'hui sont payés pour partie, sinon en grande partie par subsides publics et par l'impôt. Hein. Oui, c'est ça. Je sais pas, peut-être que nos auditeurs l'ignorent, mais aujourd'hui, il y a un grand fonds qu'on appelle un grand fonds paritaire dans lequel sont représentés les syndicats dits représentatifs. Donc, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire les syndicats de salariés, entre guillemets, et les syndicats patronaux. Et qui décident pour tout le monde, alors qu'en réalité, la syndicalisation n'existe plus. Et ce qui est neuf depuis un peu plus de 10 ans, c'est que ce fonds a été créé et est financé directement par une taxe que paye l'entreprise. Oui, c'est ça. Une taxe qui fait seulement 0,016%, c'est une charge sociale de plus, mais qui abonde et qui permet en fait c'est une fois de plus aux syndicats de bénéficier d'un trésor de guerre. Voilà. Oui. Ils ont leur statut, ils ont leur liberté, ils s'en fichent complètement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils ne représentent rien. Voilà, et on en vient à des absurdités telles que même le Canard enchaîné l'a signalé il y a 3 semaines. On se retrouve avec des syndicats qui ont de moins en moins d'adhérents, 10%, mais qui sont de plus en plus riches. Voilà. C'est peut-être quelque part la même chose pour les partis politiques d'ailleurs, qui maintenant vivent du financement public et qui voient leur cohorte diminuer aussi de façon conséquente. Voilà, mais ça n'empêche pas l'utilisation de la carte bancaire. Quand il s'agit d'aller porter la bonne parole dans un restaurant. Non, il y a quelque chose de vraiment de pourri au Royaume de France, vraiment de pourri au Royaume de France. Mais merci infiniment. Je pense qu'on se dirige vers la fin de notre émission. Merci à vous, Hilaire. Pas encore. Il reste encore 10 minutes. 10 minutes. Parfait. Eh bien, on va essayer de couvrir encore ces 10 minutes. Bien volontiers. Nos auditeurs sont certainement très intéressés par tout ce que nous avons dit. Revenons un petit peu sur les chiffres, parce que je pense que nos auditeurs sont très intéressés. Donc, redonnez les chiffres que vous avez donnés au début, que ce soit d'abord le budget de l'État. Qu'est-ce que ça représente ? Quel est le différentiel entre les recettes et les dépenses ? J'ai amené mes petits papiers. Allez, amenez vos papiers et dites-nous, en termes très clairs, pour que les gens comprennent ce que c'est qu'aujourd'hui le budget de l'État, puis ensuite le budget de la sécurité sociale. Alors, sur l'État, alors ce qui a été le budget de l'État voté pour 2025, on en est à 535 milliards de recettes. 535 milliards de recettes. Les impôts. De recettes prévues. Voilà. Et 674 milliards de dépenses totales pour l'État. Ça a été voté pour 2025. Et on en est aujourd'hui à 139 milliards de déficit. Voilà. 139 milliards de déficit, mais il faut savoir que la situation peut se dégrader au cours de l'année. Bien sûr. Parce que les recettes peuvent être moins importantes que celles qui ont été estimées. Ça fait quand même 4 ans de suite
que nos énarques de Bercy se trompent sur les recettes, en particulier Ouais, les recettes de TVA. Il ne fallait quand même pas être très grand clair pour savoir que l'activité ralentissant, les recettes de TVA seraient évidemment moins élevées que... Il y a une surévaluation aussi du taux de croissance. Bien sûr, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Donc redonner ces trois chiffres. Les recettes de l'État, 535 milliards. Les dépenses, 674, donc un déficit de 139 milliards. Et ça fait combien d'années que nous avons donc vous êtes depuis 1975. Depuis 1975, le budget de l'État est en déficit. Alors évidemment, il est bien plus abyssal qu'il n'a été il y a 50 ans, mais ça ne cessait de croître. Ça ne fait que oui, c'est ça. Et tout à l'heure, on parlait des dépenses de l'État. J'ai sorti un autre camembert qui est assez intéressant. Donc ça, c'est l'analyse par nature des charges budgétaires de l'État pour 2024. Le terme est un peu technique, mais vous voyez, c'est très simple. Donc, en gros, ça donne en pourcentage les dépenses de l'État. Les plus grandes dépenses, alors là, on ne va pas parler par secteur, mais on va parler par nature des dépenses. Les plus grandes dépenses, c'est les dépenses de personnel. 36,1% des dépenses de l'État, ce sont des dépenses de personnel. C'est-à-dire, c'est fondamentalement des dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement vont après. C'est 14,6%. Dépenses de personnel plus des dépenses de fonctionnement, vous avez la moitié des dépenses de l'État. Les dépenses d'investissement, à votre avis, c'est combien? C'est 4,6%. Quand on dépense 173 milliards d'euros pour le personnel d'État, on en dépense 22 milliards pour l'investissement. Voilà, on a tout compris là. Oui, on a tout la charge compris. de la dette, c'est 10,9% en 2024, 52 milliards. C'est-à-dire plus que l'investissement. Plus que l'investissement. Et l'investissement, moi, je vois depuis, on va dire, 5-6 ans, c'est entre 3 et 5. Là, je suis tendance à dire que même pour 2024, on a un peu plus investi que les années précédentes. Mais on disait tout à l'heure, 6% de dépenses. Alors, l'État, dépenses régaliennes, c'est 17%. Oui. Juste l'État. Si on prend donc encore la sphère publique dans son ensemble, donc État plus collectivité et sécurité sociale, les dépenses régaliennes tombent à 6%. 6%. Donc on voit, l'État investit à des dépenses pour l'avenir, entre guillemets, qu'à hauteur de 4,6%. Et au niveau national, quand on englobe toutes les dépenses publiques, on dépense pour les dépenses régaliennes, donc pour notre justice, pour l'armée, pour la police et pour la diplomatie, simplement 6%. 6%. Ce qui explique qu'on ait une justice qui soit aussi mal portante. C'est 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros aujourd'hui. Ils sont claqués d'un coup. Et n'en parlons pas de la culture. Et de l'état de nos églises et de nos châteaux et des ponts. Il y a eu des rapports sénatoriaux sur l'état des ponts, notamment dans les collectivités locales. Il faudrait refaire un tiers des ponts. Là. Parce que certains sont vraiment en grand danger d'autodestruction, entre guillemets, ou d'écroulement. Oui. Alors les collectivités locales, c'est combien Alors, j'ai moins de données là-dessus. Dans la dépense publique, je vous le disais tout à l'heure, le budget des dépenses des collectivités locales, c'est environ 250 milliards d'euros. Oui. Alors, ce qui est très marquant chez les collectivités locales, en fait, c'est leurs dépenses de personnel. C'est à partir vous avez bien connu ça, Hilaire, les fameuses lois de fer, les lois dites de décentralisation qui n'en sont pas en fait, parce que plus ça va, moins les collectivités locales ont d'autonomie financière, encore moins depuis la disparition de la taxe d'habitation. Et donc on a vu à partir des lois de décentralisation et avec la création des fameuses intercommunalités, un boom extraordinaire du recrutement dans les collectivités locales. Parce que déjà, il faut savoir, loi de fer, le statut de fonctionnaire n'existait pas dans les collectivités locales. Il a été créé à ce moment-là, 81-82. Et après, quelques années plus tard, arrive l'intercommunalité. Et aujourd'hui, 99% des communes sont sous l'égide d'une agglomération, d'une intercommunalité. Et là, on a vu une explosion. Mais j'ai plus les chiffres en tête. De normes, et justement de recrutement aussi. Bien sûr. De fonctionnaires dans les intercommunalités. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a dit on va créer les intercommunalités pour faire des économies d'échelle, mais pas du tout. Pas du tout, parce que les services de la voirie qui existent dans la commune sont restés dans la commune, et on en a créé d'autres dans l'intercommunalité, donc tout ça fait doublon. Bien sûr. Et du coup, on a créé une enflure là aussi normative et de postes qui ne sont pas forcément nécessaires et qui ce qui a induit des dépenses considérables et on se retrouve avec la dette qu'on a aujourd'hui, une dette abyssale, quoi. Même si statutairement, les collectivités locales n'ont pas le droit de s'endetter pour des dépenses de fonctionnement, mais uniquement pour de l'investissement.
Mais après, comme disait très bien Benoît de Taffin, qui a été notre porte-parole pendant de longues années, les dépenses d'investissement d'aujourd'hui, ce sont les dépenses de fonctionnement de demain. Mais bien sûr. Donc il faut veiller aussi à conduire de bons Bien investissements. Et pour la sécurité sociale, alors redonner les chiffres. Alors, c'est plus de 800 milliards. Voilà. 800 milliards, la Sécu, les administrations de sécurité sociale, donc ça comprend beaucoup de choses. Il y a la branche famille, retraite. Oui, bien sûr. etc., Tout. quoi. Oui, Et, c'est énorme. Et un euro sur... Il y a 1 euro, ouais, sur... Et là, il y a une perte de combien? Il y a un déficit de combien? Là, je ne l'ai pas en tête, j'ai peur de vous dire des bêtises, mais qui est le trou de la Sécu, là, je ne l'ai plus. Mais c'est pareil, le trou de la Sécu, il y a eu quelques années... 151 milliards. 151 milliards, voilà. De besoins de financement. Voilà, ouais. 151 milliards de besoins de financement. Sachant que il y a 747 milliards qui sont des prestations et il y a 200 milliards de transferts et de subventions. C'est-à-dire ça aussi, il faudrait donner un coup de rabot, enfin pas un coup de rabot, il faudrait faire une analyse de fond. Oui, ce qu'a fait notamment un ancien directeur des impôts, Jean-Pascal Beaufray, qui a écrit une étude pour nous l'année dernière sur les retraites et qui expliquait justement un petit peu ce qu'on expliquait tout à l'heure. Ces fameux transferts entre les caisses de la sécurité sociale et l'État pour le financement des retraites, ce qui fait qu'il y a 50-60... L'actuel système de retraite français est déficitaire de 50-60 milliards d'euros. Oui, certains experts donnent plus. Même François Bayrou l'a dit, il a tout à fait raison. C'est qu'en gros, quand on nous vante un système de retraite à l'équilibre suite aux dernières réformes, c'est faux. Et donc, il y a toutes sortes de transvasements d'arguties ou de magouilles comptables dont on parlait tout à l'heure entre la Sécu et l'État qui permet de masquer en fait ces modes de financement. Ouais. C'est terrible. Et du coup, la Sécu se retrouve effectivement, pas seulement à cause de ça, mais en partie avec un gros déficit. Ouais. Alors, vous avez 30 secondes pour conclure. Merci, chers auditeurs. Merci beaucoup, Hilaire, de m'avoir reçu. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et je ne peux qu'inviter nos auditeurs à se rendre sur notre site internet, contribuableassocié.org, pour se tenir au courant des actions de contribuables associés et puis aussi de s'informer sur l'actualité de l'argent public et de vos impôts.